Bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est la première fois que je fais une présentation en direct, donc excusez-moi si je bafouille un petit peu. Ce soir, on a le webinaire qui est consacré à la base de données libre Wikidata et puis la solution Wikibase qui va avec. Donc le webinaire de ce soir, c'est un projet de l'Association des archivistes français de Wikimedia France, suite à la signature d'une convention de partenariat. À l'origine, il y avait une formation au projet Wikimedia qui était prévue en présentiel, mais en raison du confinement, cela a pris une forme inédite de webinaire qui est dorénavant accessible au monde entier. Euh, donc moi, je m'appelle Gilliane Kern, je suis archiviste en Suisse et membre de l'Association des archivistes suisses. Et l'Association des archivistes suisses est heureuse de soutenir également ce projet francophone en ligne. On espère que nos collègues des autres pays francophones nous rejoignent également. Le but de ce webinaire, en général, c'est de promouvoir des projets Wikimedia auprès des archivistes, plus particulièrement de permettre d'assister à des présentations d'outils et de projets dans le domaine patrimonial, de pouvoir poser des questions par écrit en direct aux intervenants, de mieux comprendre l'environnement des projets Wikimedia, et puis surtout d'envisager comment, en tant qu'institution et professionnelle, vous pouvez activement collaborer à l'enrichissement de la connaissance commune. Il va de soi que ce type de projet se prête bien à la situation actuelle de travail et d'accès à distance. Donc, on vous encourage vivement à mettre vos mains dans le cambouis avec ces projets Wikimedia. Ce soir, on va quitter le monde plus ou moins rassurant des projets institutionnels et de l'encyclopédie Wikipédia, également de la base de données multimédia, Wikimedia Commons. On va découvrir une des merveilles, à mon avis, de l'univers Wikimedia, à savoir la base de données libre Wikidata et donc la solution Wikibase. Donc, vous allez ce soir avoir droit à une rapide introduction à Wikidata, ce que c'est, également au langage de requête Sparkle, et vous allez voir des exemples GLAM, multilingues, internationaux avec Wikidata et Wikibase. Comme intervenant de ce soir, donc il y a Léa Lacroix qui est responsable de communication avec la communauté Wikidata au sein de l'équipe de développement à Wikimedia Deutschland, et Nicolas Vigneron, contributeur multilingue, multiprojet, multivitaminé, formateur au projet Wikimedia. Et ça sera donc animé par moi-même, Gilliane Kern, qui suis archiviste en Suisse, wikimédienne depuis plusieurs années, enfin wikimédienne bénévole, je précise quand même que je fais ça sur mes heures à moi, et puis convaincue du potentiel de Wikidata dans les autres projets, enfin du Wikidata et des autres projets Wikimedia comme outil de partage de la connaissance et de valorisation de nos ressources et de nos compétences. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Au niveau du concret pour la présentation de ce soir, je vous signale juste que la présentation sera diffusée en direct sur 3 canaux Twitch. Donc, je vous remercie de poser vos questions ou de papoter en direct uniquement via le chat du bloc-notes collaboratif de Wikimedia France. Le lien est accessible depuis la page du projet, depuis également en principe les différents chats des Twitch. Comme ça nous permet de centraliser la discussion. N'oubliez pas de mettre un pseudo pour qu'on vous identifie quand même. Et puis les questions aux intervenants, mettez-les dans le corps du bloc-notes collaboratif. Vous pouvez les mettre au fur et à mesure de la présentation. On essaiera plutôt d'y répondre en fin de présentation. Les exemples qui vont vous être montrés ce soir sont déjà accessibles en ligne sur la page du projet. Donc, si vous voulez déjà aller regarder par vous-même, n'hésitez pas. Et dans les autres informations générales, je vous signale que le prochain webinaire aura lieu jeudi prochain, le 21 mai, quel jour d'Ascension. Donc, on a pensé que vous n'allez pas partir en week-end prolongé. Avec la présentation d'un projet suisse qui pourra vous donner d'autres idées de contribution au projet Wikimedia. Maintenant, je laisse la place à Léa et Nicolas pour nous présenter Wikidata et Wikibase, et j'espère que cette présentation va vous mettre plein d'idées et d'envie pour vos archives. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien. Sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat, par exemple, du pad. Donc, moi, je suis Léa Lacroix. Je travaille au sein de l'équipe de développement de Wikidata. Donc, le gros du projet se déroule à Berlin, où je suis maintenant, au sein de l'association Wikimedia Allemagne, Wikimedia Deutschland. Et je m'occupe en particulier de la communication avec la communauté de Wikidata, et on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard de qui sont
qui sont ces personnes qui rajoutent des informations sur Wikidata. Mais d'abord, je vais vous faire une petite présentation rapide de ce que c'est que Wikidata, avant qu'on passe au cœur du sujet de ce soir, qui est plutôt donc Wikibase, le logiciel qui fait tourner Wikidata et que vous pouvez réutiliser vous-même. Alors, tout a l'air de bien fonctionner, je vérifie juste, je pense que c'est bon. Donc, vous voilà maintenant sur la page d'accueil de Wikidata. Et je vais vous faire une petite démonstration rapide pour que vous compreniez comment ça marche. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est Wikidata? Wikidata, c'est un des projets Wikimedia, donc qui est connecté à Wikipédia par exemple, que vous connaissez certainement, mais aussi Wikimedia Commons, etc. Et donc Wikidata s'occupe de structurer des informations sous forme d'une base de données, connectée et structurée, qui va permettre d'accéder rapidement à des morceaux d'informations, à des données finalement, que ce soit par des humains comme vous et moi, mais aussi en utilisant des scripts et tout un tas d'outils automatisés. Ça va permettre de récupérer de plein de façons différentes une grande quantité de données. Et donc Wikidata, tout comme Wikipédia, est rempli par donc des personnes, ce qu'on appelle la communauté, qui est constituée de bénévoles, mais pas que, puisqu'il y a aussi des institutions, par exemple, qui contribuent activement à Wikidata en rajoutant du contenu. Donc vous aussi, par exemple, au sein des archives ou d'un musée ou d'une bibliothèque, vous pouvez contribuer à Wikidata. Et Wikidata est multilingue, c'est-à-dire que contrairement à Wikipédia, on peut y accéder, c'est un même site auquel on peut accéder dans la langue de son choix. Son contenu est réutilisable sous une licence libre, Creative Commons 0, qui permet la réutilisation très facile des informations. Et donc voilà, et c'est une base de données collaborative où plein de personnes différentes se mettent d'accord et discutent pour ajouter des informations, pour structurer les données de la meilleure façon possible et pour réutiliser ces données ensuite pour tout un tas de chouettes projets que Nicolas va vous présenter tout à l'heure. Donc, très rapidement, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Wikidata, pour qu'on puisse bien comprendre comment les informations sont structurées. Je suis sur la page ici, sur la page d'accueil, et dans le moteur de recherche, je vais chercher, par exemple, Leibniz. Parce que je suis intéressée par ce philosophe mathématicien. Et vous voyez d'ailleurs que quand je tape Leibniz, il y a plusieurs résultats qui s'affichent, et c'est normal puisque sur Wikidata, on structure les informations par concept et pas seulement par leur nom. Et donc ici, j'ai une petite description, philosophe, mathématicien et scientifique allemand, qui va me permettre de choisir et d'accéder à l'élément auquel je veux accéder. Je vais vous mettre ça en un peu plus gros de cette façon. Donc voilà, je me trouve sur un élément Wikidata. Je vais vous montrer rapidement comment c'est structuré. On a donc ici le nom de la personne en question, ce qu'on appelle aussi le libellé, qui ici s'affiche en français. Et ici, j'ai un élément qui est très important, c'est l'identifiant de cet élément Wikidata. Et c'est un identifiant unique et stable qui va permettre d'identifier à tout moment l'élément dont il est question, c'est-à-dire Gottfried Wilhelm Leibniz, le philosophe, mathématicien et scientifique allemand. Pas un autre, pas le nom d'une ville, pas un album de musique, cette personne-là uniquement. Et à tout moment, je vais pouvoir lier vers Wikidata en utilisant cet identifiant unique. Ensuite, on a un ensemble ici de libellés et de descriptions qui vont faire en sorte que cette information puisse s'afficher dans plein de langues différentes, ici en allemand par exemple, ainsi que les différents alias de cette personne. Ensuite, le corps de l'élément Wikidata, ce sont ce qu'on appelle des déclarations en français, vous entendrez peut-être aussi statement en anglais, c'est la même chose, et c'est toujours structuré de la même manière. Il y a d'abord une propriété, ici par exemple nature de l'élément, et une valeur. Ici par exemple, cette déclaration nous dit nature de l'élément, qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que c'est Leibniz? C'est un être humain. J'ai cette valeur ici, je peux modifier à tout moment, je ne vais pas vous montrer ce soir parce qu'on n'est pas dans une session modification, mais on pourrait faire ça une autre fois. Et ici, je peux également ajouter des références qui sont par exemple un lien vers l'autorité BNF qui montre
que Leibniz est bien un être humain. Je peux avoir tout un tas d'autres déclarations, on ne va pas rentrer dans les détails ici, une image sur Commons, le sexe ou genre, le pays de nationalité, etc. Vous pouvez noter que, dans la mesure du possible, la valeur ici de la déclaration, par exemple le Saint-Empire romain germanique, c'est pas seulement du texte en français, c'est plus que ça. C'est un lien vers un autre élément que je vais pouvoir ouvrir ici, qui m'amène vers un autre élément Wikidata qui, à son tour, a une description des éléments, etc. Et c'est toute la puissance de Wikidata, c'est la connexion entre les données et le fait qu'on n'a pas à rentrer un morceau de texte qui va potentiellement peut-être contenir des erreurs, une typo. On connecte vraiment les concepts les uns aux autres, ce qui va permettre très facilement de faire des recherches et d'être sûr de ce qu'on cherche sans en oublier. Si je reviens sur Leibniz, je vais passer directement en bas de la page parce que au-delà de toutes ces déclarations, il y a quelque chose de très important que je veux vous montrer pour terminer ma petite présentation. Ce sont les identifiants externes. Les identifiants externes vont permettre de connecter rapidement un élément Wikidata à d'autres bases de données. Parce que Wikidata n'a pas l'intention d'être la base de données unique dans le monde qui recense des informations. On sait bien qu'il y a d'autres bases de données qui le font de façon beaucoup plus précise sur certains sujets. Nous, ce qu'on essaye, c'est de connecter tout ça les uns aux autres. Et donc, on a par exemple ici, on y trouve l'identifiant VIAF, mais aussi la BNF doit être quelque part, plein d'autres bibliothèques nationales, potentiellement des archives, des musées, etc. Et quand c'est possible, on stocke leur identifiant unique afin de pouvoir lier directement à leur page. Là, si je cliquais dessus, j'arriverais directement sur la page de la DNB et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer, je voulais juste vous montrer que ces propriétés, par exemple ici décrit par, c'est une propriété qui va permettre d'expliquer dans quels ouvrages on décrit cette personne. Cette propriété, je vais vous montrer rapidement, elle a sa propre page, pareil, ses propres traductions dans plein de langues, et elle a son propre identifiant unique qui va commencer non pas par un Q comme pour les éléments, mais par un P parce que c'est une propriété. Et donc, pour résumer, Wikidata, c'est ça. C'est on stocke des informations sous un format qui est peut-être un peu moins lisible qu'un bel article Wikipédia bien rédigé, mais qui permet d'accéder directement aux informations qu'on veut, où les concepts sont reliés les uns aux autres pour qu'on puisse facilement sauter de Monsieur Leibniz au Saint-Empire romain germanique, juste en un clic, et qui connecte aussi avec d'autres bases de données, pour pouvoir permettre vraiment cette interconnexion entre toutes les bases de données qui rassemblent des informations. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien laisser Nicolas vous présenter un petit peu différents moyens de réutiliser Wikidata, puisque comme je le disais, le fait que cette interface soit facilement interrogeable, ça va permettre à plein de personnes en dehors de Wikidata de réutiliser des données pour en faire plein de choses très chouettes, notamment dans le domaine de la culture. Alors, c'est à toi Nicolas. Parfait, merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, là on a vu Wikidata, le site lui-même, mais l'intérêt d'avoir les données, c'est qu'on peut en faire d'autres choses derrière, et même énormément de choses. Donc si je présente... Est-ce que ça marche? Oui, partager. J'espère qu'on voit bien mon écran. Un de ces outils qu'on a déjà vu d'ailleurs, puisque c'est le sujet de la première séance du webinaire WikiArchive. Je ne vais pas forcément remonter beaucoup dessus, mais c'est l'outil qu'on appelle Crotos, qui est un outil d'agrégation de données. De toute façon, la plupart des outils en fait vont agréger des données d'une certaine façon, les filtrer, les mettre en forme. Et donc Crotos, lui, est orienté de tout ce qui est galerie, musée, bibliothèque, et va récupérer, par exemple, tous les éléments ici du musée de Bretagne, tous les objets du musée de Bretagne qui ont un élément sur Wikidata, et les mettre en forme de façon un peu plus attrayante.
Moi, j'aime bien le musée de Bretagne parce que c'est chez moi déjà, mais parce qu'il a une collection qui est très diverse, de bases de l'Antiquité jusqu'à des tableaux, etc. On voit bien que les œuvres d'art, c'est très large. Et il permet de les mettre ensemble de façon sympathique. À chaque fois, on a des liens pour faire des rebonds, que ce soit vers l'élément Wikidata lui-même, les photos sur Commons, si on les a. Il doit y en avoir Wikipédia ici, par exemple, et ailleurs encore. Donc, je trouve que c'est un outil de présentation qui est très intéressant et qui, comme le permet Wikidata, est multilingue en plus. Donc, on a en français, mais on pourrait mettre dans toutes les langues que l'on souhaite et que connaît Wikidata. Donc, voilà un premier outil, simple et efficace, je dirais. Un autre outil intéressant que j'aime beaucoup, c'est celui qu'on appelle GeneaWiki, qui, pareil, reprend les données de Wikidata pour faire des arbres généalogiques. Donc, on peut prendre, par exemple, Victor Hugo. Alors, on doit pouvoir taper, mais je fais avec l'identifiant directement. Et qui, voilà, là, fait un petit calcul, va chercher des informations et trouve 50 personnes connues de Wikidata dans l'arbre généalogique. Et voilà, on trouve donc Victor Hugo ici, et si on remonte les flèches bleues, c'est ses ascendants et ses descendants de l'autre côté. Et je l'aime beaucoup parce qu'on voit qu'il est de la même famille que la famille Daudet, dont notamment Alphonse Daudet. Ce qu'un arbre généalogique plus basique ne montrerait pas forcément, mais voilà, Wikidata connaît ces informations et permet de les mettre en forme. Et en plus, il est dynamique, donc si on n'arrive pas bien à lire, on peut bouger les choses et voir plus simplement. Donc voilà, d'ailleurs, il est de famille par alliance avec la famille Daudet. Donc voilà, encore un autre outil des possibilités que permet Wikidata de mise en forme. Donc là, en plus, pour un besoin spécifique, qui est la généalogie. Le nom de l'outil, c'est GeneaWiki, mais on mettra tous les liens dans le pad. Encore un autre outil qui a été développé par des Écossais cette fois-ci et qui est en train d'être pris par les Néerlandais d'ailleurs, qui est en anglais, mais pareil, c'est multilingue, on pourra changer, qui est sur toutes les sorcières d'Écosse, puisqu'en fait, l'université d'Édimbourg et d'autres institutions d'ailleurs ont tout un tas de registres qui concernent les procès pour sorcellerie. Et de ces documents ont été extraits du coup les personnes, les sorcières et sorciers quelques-uns, et ça permet d'en faire une carte du coup où on peut visualiser d'où viennent, où ont lieu les procès, d'où viennent les personnes, et ça permet de faire une carte pour celui qui s'y intéresse des foyers de sorcellerie en l'occurrence. Mais on pourrait imaginer faire la même chose d'ailleurs sur tout un tas d'autres occupations et idées. Mais voilà, c'est un outil qui est très facile et qui rend pareil les données de Wikidata qu'on voyait à l'écran tout à l'heure sur l'écran de Léa de façon un peu brute. Là, on peut les mettre plus en avant, voilà, de façon plus sympathique. Et puis si on clique dessus, si on a une personne, on peut même savoir qui est la personne. Donc à Badarash, qui doit être la ville, on a Elspeth Simpson, qui en 1628 habitait à Badarash. Et si on clique, on a plus d'infos, etc. Je vous laisse le lien, vous pourrez explorer vous-même si vous voulez en savoir plus. Je vois que le temps passe, donc je vais vous... En fait, j'ai envie de vous donner envie et de vous montrer plein de projets, donc j'essaie de vous montrer ceux que moi je préfère. Un projet qui est très intéressant aussi, c'est les archives coloniales, qui est fait par les archives d'Allemagne, cette fois-ci, les archives fédérales, notamment, et qui, du coup, synthétise des informations spécifiques sur tout ce qui touche aux colonies. Donc, tout ce qui est, d'un point de vue administratif, les administrateurs coloniaux, justement, comme on les appelait à l'époque, d'en faire des cartes. Alors là, tout est en allemand, mais si vous cliquez, vous pouvez avoir plus d'infos qui permet de, voilà, encore une fois, de mettre en forme les informations, d'en faire, en fait, d'en tirer la substantifique moelle quelque part et de transformer de données brutes en informations voilà, plus attrayantes et plus spécifiques aux besoins que chacun a. Voilà, des outils, comme je vous disais, je pourrais vous en montrer plein, il y en a énormément, mais je vais m'arrêter là pour les outils spécifiques et je vais passer 10 minutes rapides à vous montrer un outil plus généraliste
qu'on appelle le Sparkle, ou SparkQL, hein, si vous voulez le prononcer en français. Et donc, Sparkle, c'est un outil de requête généraliste, donc qui fonctionne. En fait, l'outil s'appelle le Query Service, Wikidata Query Service. Et c'est aussi l'adresse du lien, query.wikidata.org. Et le langage qui permet de faire ces requêtes est le langage Sparkle. Je ne vais pas vous faire un cours de Sparkle ce soir, j'en fais déjà sur Twitch tous les mardis soirs. Donc si vous voulez, sur ma chaîne Twitch, vous pouvez avoir plus de détails. Là, ce que je vais vous faire quand même, c'est vous montrer quelques exemples de requêtes Sparkle qui permettent de voir la puissance de l'outil, en tout cas déjà. Pareil, c'est l'idée de donner envie. Donc il y a énormément de requêtes préparées, données en exemple, qui vous permettent d'avoir des informations. Là aussi, il y en a qui sont préparés sur des sujets spécifiques. La première, la plus bête et méchante, entre guillemets, c'est celle lister les chats que connaît Wikidata. Et donc, vous voyez, on a une requête. Pour ceux qui connaissent le langage SQL, Sparkle est assez similaire. On a une requête où on va sélectionner ce qu'on veut afficher et on va calculer des informations, des requêtes, des conditions. Et donc là, par exemple, ça, c'est l'équivalent du code qui dit « Donnez-moi tout ce qui correspond aux éléments qui ont pour nature de l'élément chat domestique ». Et on peut lancer, en appuyant sur le bouton ici, et on obtient, sous vos yeux ébahis, une liste de 146 chats ici. Là, elle est en français, mais je pourrais changer la langue aussi. Et l'intéressant avec Sparkle, c'est que vous pouvez l'adapter précisément à vos besoins. Vous n'aimez pas les chats, ce qui est un tort, mais vous avez le droit. Vous pouvez mettre, par exemple, les pandarous. Et vous relancez, vous avez 89 pandarous si vous vous intéressez aux pandarous. Vous voulez pas juste une liste, vous voulez avoir en plus les photos de ces pandas. Vous pouvez pareil ajouter une petite instruction pour ajouter l'image. Hop là, je relance la requête. Et si je passe, au lieu d'être en mode tabulaire de présentation, hop là. Ah, voilà. Et si je passe en mode visualisation, image grid, je peux avoir les photos des deux pandarous. Puisqu'il n'y en a que deux, malheureusement, qui ont une photo. Et vous n'aimez pas les pandarous, vous pouvez mettre à la limite n'importe quel animal, ou même plus loin que des animaux, vous pouvez mettre des églises, des personnes, des métiers. On peut faire énormément de choses. Si on tape dans les exemples, on peut avoir par exemple une carte des hôpitaux. Alors, je vais réduire parce que tous les hôpitaux, ça va faire beaucoup. Mon ordi ne va pas forcément apprécier. Et on n'a pas forcément le temps. Mais là, je vais prendre les hôpitaux en France. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ces données-là aussi. Et là, je vais avoir une visualisation cette fois-ci sous forme de carte de tous les hôpitaux en France. Donc, vous voyez la France métropolitaine, mais aussi Outre-mer d'ailleurs. Et vous avez une carte où chacun des points est un hôpital connu de Wikidata. Si je clique, j'ai une information qui me renvoie vers Wikidata, qui peut être mise en forme, etc. Donc l'avantage de Sparkle par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment très souple, très modulaire. On peut vraiment préciser très exactement ce qu'on veut. L'outil des sorcières, tout à l'heure, vous intéressez beaucoup, très bien, mais moi je m'intéresse aux sorciers uniquement, je m'intéresse aux rebooteux, aux archivistes, ce qu'on veut. L'outil sorcière ne fait que les sorcières. Sparkle, lui, va permettre de faire beaucoup d'autres choses différentes et de permettre voilà, d'explorer bien plus les données de Wikidata. Et Sparkle a aussi un autre usage interne pour la communauté qui sert à vérifier les données incohérentes, à vérifier la qualité des données finalement. Par exemple, on peut vérifier qu'une personne a une date de naissance et une date de mort et que la date de mort se situe après la date de naissance et préciser que ce n'est pas un voyageur temporel de fiction, par exemple, que c'est bien un être humain. On peut faire quelque chose de beaucoup plus fin, comme ça, avec le Wikidata Query Service en Sparkle, pour aller jusque là où l'imagination nous arrête finalement, et qui dépend des données qui sont dans Sparkle. Donc c'est aussi pour vous donner l'envie de mettre des données dans Wikidata. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le pad, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat éventuellement, et on y répondra à la fin, mais je vais repasser pour l'instant la parole à Léa qui va vous expliquer du coup Wikibase. Merci beaucoup Nicolas pour cette Avec démo plaisir. d'outils. Alors voilà.
Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait Wikidata, on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est que Wikibase. Donc, la version très simple qui tient en une phrase, c'est Wikibase, c'est le logiciel qui est derrière Wikidata, qui fait tourner Wikidata. Si on veut une version un petit peu plus précise, on pourrait dire que Wikibase, c'est une extension qu'on peut rajouter à MediaWiki pour faire tourner une base de données. C'est déjà un petit peu plus compliqué, il y a déjà un petit peu plus des gros mots. Donc, MediaWiki, c'est un logiciel. C'est le logiciel qui fait fonctionner plein de wikis, en dehors même de Wikipédia, Wikidata et autres. Mais c'est notamment le logiciel qui fait tourner Wikipédia et Wikidata. Donc, qui est un logiciel en gros qui fait que chacun peut modifier une page web. Au final, c'est la définition du wiki. Et que tout le monde peut installer chez soi ou au sein de son entreprise ou de son institution pour se créer un wiki interne, par exemple, c'est tout à fait possible. Et donc, par-dessus ça, on peut rajouter, on va dire, une couche qui va vous permettre d'avoir la structure en déclaration et en données structurées qu'on a vu tout à l'heure, qui permet notamment de faire tourner Wikidata. Et cette couche, elle s'appelle Wikibase. Donc Wikidata fonctionne avec Wikibase, mais il est aussi possible d'installer sa propre version de Wikibase, sa propre instance, comme on le dira pas mal dans le jargon, et qui va permettre de créer sa propre base de données structurée comme Wikidata, mais qu'on va pouvoir configurer, paramétrer de la façon dont on le veut, pour pouvoir, notamment si on en a envie, dans le cadre d'un projet ou d'une institution, stocker des données, ces données propres finalement, des données peut-être plus précises que celles qui sont dans Wikidata, et de les diffuser soit publiquement, soit en interne, donc de façon non accessible au public sur Internet. Je reviendrai tout à l'heure sur les différences entre Wikidata et avoir sa propre instance de Wikibase. Mais pour l'instant, je voulais déjà, afin que ce soit un petit peu plus clair, vous montrer quelques exemples de projets qui ont décidé d'installer leur propre version de Wikibase afin de pouvoir créer une base de données adaptée complètement à leurs besoins. Alors, le premier exemple que je voulais vous donner, j'en profite pour vous montrer, je suis donc là sur la page wiki de WikiArchive dédiée à cette session, et tous les liens se trouvent déjà ici, donc vous allez pouvoir aller regarder en même temps que moi si vous voulez. Et donc le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est FactGrid. Alors FactGrid, l'interface que vous allez trouver ressemble à ça, donc a priori ça ressemble à un MediaWiki, tout ce qu'il y a de plus normal. Le contenu, la documentation à l'intérieur est essentiellement en anglais et en allemand, parce que c'est un projet à la base allemand. Et donc FactGrid, l'idée c'est d'avoir une base de données pour les historiens, pour les chercheurs en histoire, pour toutes les personnes qui s'intéressent finalement aux données historiques et aux documents historiques surtout. Parce que le but de FactGrid, c'est donc de compiler des informations et des métadonnées sur des documents historiques. Même si les documents ne sont pas forcément stockés eux-mêmes dans cette base de données, on peut y trouver plein d'informations qui décrivent ces documents. Alors, je vous ai mis également un lien vers un article de blog en français qui résume assez bien pourquoi c'est intéressant d'utiliser FactGrid au sein d'un projet de recherche. Je ne vais pas vous en expliquer le détail maintenant, vous allez pouvoir aller lire le post tranquillement plus tard. Mais donc l'idée, c'est que FactGrid a déjà été plus ou moins, c'est une instance de Wikibase qui est déjà plus ou moins préparée pour pouvoir accueillir des données pointues et précises sur des documents historiques.
La documentation, comme je vous le disais, est essentiellement en anglais et en allemand, mais je pense que vous allez pouvoir vous y retrouver assez facilement. Je voulais vous montrer une autre chose. Quand on installe donc sa propre base de données Wikibase, on peut installer aussi avec le service de requête que Nicolas vous a montré tout à l'heure, afin de pouvoir faire des recherches dans sa base de données. Une base de données, c'est quand même vachement plus utile si on peut faire des recherches, poser des questions finalement à la base de données pour s'y retrouver. Et donc, sur cette page, qui est liée aussi depuis le wiki, ils ont compilé des exemples de requêtes qu'on peut faire. Et par exemple, ils ont entré pas mal de données sur des personnes avec leurs noms, leurs adresses, etc. Et donc vous pouvez aller voir ici une requête donc qui est déjà décrite pour vous. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton et ça va vous donner en l'occurrence une liste de personnes avec des informations sur ces personnes-là, etc. Leur père, leur mère, enfin bref. Vous pouvez, tout comme sur Wikidata, poser des questions à votre base de données et avoir des listes en réponse. Alors, je vais passer au projet suivant. Ah oui, ce que je voulais vous dire sur FactGrid aussi, c'est que donc c'est une base de données qui est non seulement concentrée sur les données et les documents historiques, mais aussi de façon générale dans le champ de recherche des sciences humaines numériques, comme on dit en français, ou Digital Humanities, comme on aura tendance à le dire à l'international. C'est aussi une base de données qui peut être assez intéressante pour les chercheurs qui veulent ajouter des informations dans ces domaines-là. Le deuxième projet que je voulais vous montrer s'appelle Wikidocumentaries. Et donc c'est un wiki qui est non seulement à propos de l'histoire, mais surtout à propos des historiens. Et ce projet est très intéressant parce qu'il va remixer en fait des données qui sont stockées dans leur propre instance de Wikibase, mais aussi avec d'autres informations existantes qui peuvent provenir par exemple de Wikidata, de Wikimedia Commons, de Wikipédia, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de recréer une base de données de zéro, toute vide, alors qu'il y a déjà plein d'informations intéressantes sur le web. Ce que je trouve vraiment très chouette avec Wikidocumentaries, c'est que ils ont cherché à avoir une interface qui est un petit peu innovante et qui est, il faut bien le reconnaître, un petit peu plus jolie et plus facile à utiliser que l'interface de Wikidata que je vous ai montré tout à l'heure, qui peut sembler un peu aride à première vue. Donc, sur Wikidocumentaries, donc ça, là je suis sur la page principale, qui est pour l'instant, me semble-t-il, essentiellement en anglais. Je vais pouvoir, via le champ de recherche qui se trouve ici en haut à droite, ah non d'ailleurs je dis anglais, mais je vois ici qu'il y a d'autres, il y a des traductions dans plein de langues, c'est super. Je vais pouvoir chercher des informations sur un sujet. Et par exemple, je suis toujours tout aussi intéressée par Monsieur Leibniz, notre mathématicien, philosophe de tout à l'heure. Et donc pareil, je vais faire une recherche et je vais avoir des suggestions ici. Comme c'est bizarre, on dirait presque que ça ressemble un petit peu à Wikidata. Effectivement. Donc là, il nous dit qu'il est effectivement en train d'aller chercher des données depuis plein de sources. Et là, je vais avoir donc une présentation de mon sujet qui est un petit peu plus sympathique à regarder que la page de tout à l'heure. On a donc un extrait de Wikipédia en anglais, je suppose. On a des données ici, des informations qui proviennent potentiellement de Wikidata. On a des images, ce qui nous permet de rajouter du contexte. Et c'est ça qui manque parfois quand on regarde juste un élément Wikidata, c'est qu'on n'a pas tout le contexte qui va avec. Et ici, je peux rapidement voir que voilà, la personne est décédée à Hanovre et j'ai même déjà une image de la ville, etc. Pareil pour Leipzig. Je peux aller cliquer rapidement sur ces différentes œuvres. Et par exemple, on regardera celle-là tout à l'heure. On va même la regarder maintenant. Et donc pareil, je retombe sur des images,
des images d'archives, etc. Donc ça, c'est des images qui sont, dans ce cas-là, stockées sur Commons, mais ça pourrait très bien être aussi stocké ailleurs. Et je peux même, d'ailleurs, retomber sur ma page de tout à l'heure, puisque, comme je le disais, c'est l'avantage de toutes ces bases de données, c'est que tout est facilement connecté les uns aux autres. Donc voilà, Wikidocumentaries est un exemple très très chouette qui peut être assez inspirant dans cette idée de non seulement on veut apporter de l'information aux gens, mais on veut apporter le contexte qui va avec, et surtout on veut le faire avec une expérience utilisateur agréable. Ensuite, un autre projet dont j'aimerais vous parler, c'est le projet Enslaved, qui est donc un projet de base de données sur l'histoire de la traite d'esclaves transatlantique, qui a été développé par le Michigan State University, et donc dont l'idée c'est de retracer l'identité et le parcours des esclaves. Et comme vous le savez peut-être, voilà, c'est un sujet qui est sensible et c'est des données qui sont compliquées à récupérer. Et donc c'est notamment pour cela que la base de données de Enslaved n'est pas accessible au grand public. Donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, je ne peux pas vous montrer comment les données sont structurées et je ne peux pas y accéder directement. En revanche, les chercheurs, les archivistes qui en font la demande peuvent avoir accès à la base de données. Donc c'est un exemple intéressant pour montrer que la base de données, c'est pas parce que Wikibase est a priori un outil libre et accessible à tous et que son meilleur exemple c'est Wikidata qui est pareil, accessible à tous et modifiable par tous, que toutes les bases de données qui tournent avec Wikibase doivent l'être. On peut tout à fait décider d'avoir une instance privée, on peut tout à fait décider d'avoir différentes possibilités d'accès ou non en fonction de la pertinence, en fonction de la sensibilité des données aussi. Donc, encore une fois, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ils décrivent très bien sur leur site comment ça fonctionne, il y a de la documentation, il y a plein de choses. Ensuite, une base de données que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps s'appelle la Leibniz Correspondence and Acquaintances. Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Parce que décidément, je suis vraiment très intéressée par ce monsieur Leibniz, qui est toujours un philosophe et un mathématicien et un scientifique allemand. Et donc, c'est l'occasion de vous montrer que vraiment l'utilisation, je pense, la plus pertinente de Wikibase, c'est quand on a un projet de recherche très précis et très pointu pour lequel Wikidata n'est pas forcément adapté parce que Wikidata ça reste une base de données généraliste. Et en l'occurrence, ce projet-là, ils avaient envie de collecter tout ce qui a trait à la correspondance de Monsieur Leibniz et donc qui lui a écrit et quel était finalement son réseau de contacts, voilà. Donc, vous pouvez accéder au site web. Et par exemple, je vais pouvoir aller regarder cet élément-là, qui est donc la description d'une de ces personnes, qui a été donc un des correspondants de Leibniz. Et donc pareil, on y retrouve des données qui sont structurées, qui sont présentées de manière simple et factuelle, voilà, genre, masculin, le nom de famille, etc. Donc on y retrouve un petit peu toujours pareil, cette structure de données de Wikidata ou de Wikibase, mais elle est présentée ici d'une façon quand même relativement agréable à lire. On peut regarder les données personnelles sur la personne, puis des informations sur sa correspondance avec Leibniz. Ils ont ajouté également des mots-clés afin de mieux décrire les informations qu'on a là, des tags. Et puis ensuite, on a une biographie qui, je ne sais plus si elle provient de Wikipédia ou de leur propre documentation, mais dans tous les cas, on a aussi pas mal de textes dans différentes langues, et bien entendu, une bibliographie, parce que on reste dans tous les cas attaché à retrouver les sources et à retracer l'information d'où elle vient. Voilà. Et donc, derrière effectivement derrière ce site web, on retrouve
quelque chose comme ça qui est donc une installation de MediaWiki avec cette surcouche de Wikibase par-dessus et qui va permettre de structurer les données puis ensuite de les afficher. Et donc si je reprends la page de cette même personne qu'on a regardé tout à l'heure, là finalement vous voyez le côté un peu le côté technique et administration presque, mais ce sont les mêmes informations, c'est juste que là elles sont présentées par Wikibase sous forme de déclaration, tandis que tout à l'heure sur l'autre page elles étaient présentées de façon un peu mieux mise en forme. Donc voilà, donc vraiment l'idée ici c'est de prendre un sujet très particulier, un sujet de recherche et d'utiliser Wikibase pour avoir sa propre base de données sur les sujets qui nous intéressent. Et bien sûr, l'idéal c'est de ne pas seulement construire sa petite base de données dans son coin, mais de toujours rester connecté aux autres sources d'informations et autorités qui existent sur le sujet. Et donc eux, ils ont fait ça très bien, puisqu'ici vous avez la section liens, où vous pouvez trouver voilà, les identifiants vers VIAF par exemple. L'identifiant Wikidata, il est là, bien évidemment, et si je clique dessus, j'arrive sur Wikidata. Donc on a bien cette connexion qu'on recherche entre les données. Voilà un petit peu pour différents exemples. Donc encore une fois, vous allez pouvoir retrouver tous les liens ici. Et alors on pourrait se demander, mais combien est-ce qu'il y a d'instances de Wikibase partout sur le web, combien de personnes l'utilisent, etc. C'est une question qui est un petit peu difficile en fait, puisque comme je vous le disais plus tôt, Wikibase donc c'est un logiciel que tout le monde peut télécharger, c'est un logiciel libre, il n'y a pas besoin de demander d'autorisation de quoi que ce soit, donc tout le monde peut le faire. Et du coup, il y a plein de personnes, il y a plein d'organisations qui font des expérimentations avec Wikibase. Par exemple, certaines grandes autorités de catalogage et bibliothèques comme la BNF et la Deutsche Nationalbibliothek, l'équivalent en Allemagne, sont en train de faire des expérimentations pour passer une partie de leur catalogue sur Wikibase également. Donc il y a des expérimentations qui sont déjà en ligne, il y a des expérimentations en cours, il y a plein de choses qui se passent en ce moment sur Wikibase, c'est très intéressant. Certaines instances de Wikibase sont enregistrées dans une instance de Wikibase, puisque quoi de mieux qu'une base de données pour stocker la base de données de toutes les instances de Wikibase. Donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil à ce Wikibase Registry et vous allez pouvoir trouver par exemple une requête sympathique qui montre une timeline, je ne sais plus comment on dit en français car je perds mes mots souvent, une timeline donc de toutes les instances Wikibase qui sont recensées dans cette base de données en fonction de leur date de création. Donc c'est plutôt chouette. Et vous pouvez voir que que les différentes versions de Wikidata, versions de test et tout ça, sont présentes ici dès 2012-2013 et que par la suite, il y en a plein d'autres qui ont été créés. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir pour vous donner une vue d'ensemble de tout ce qui est possible de faire, parce que là j'ai choisi mes exemples un petit peu pour m'orienter vers des choses plutôt culturelles, archivistiques, etc., de l'histoire, mais il y a plein d'autres choses. Dans les sciences du vivant par exemple, on peut faire des trucs très très chouettes avec de la génétique, avec il y a plein d'autres champs possibles pour les utilisations de Wikibase. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Rapidement, je voulais vous parler encore de deux choses. Tout d'abord, je voulais vous remettre ma tête parce que c'est plus sympa. Voilà. Je voulais vous donner un petit peu de contexte sur Wikibase, parce que ce qui est important quand même de comprendre avant de se lancer, c'est que Wikibase c'est un projet qui est très récent finalement dans l'histoire de l'internet en général. C'est-à-dire que Wikibase a été créé dans le but de développer Wikidata, et donc publié pour la première fois. Wikidata a été créé en 2012, donc finalement c'est relativement récent. Et Wikibase en tant que logiciel qu'on peut installer soi-même, finalement ça fait que 2 ou 3 ans que c'est vraiment utilisé. Et donc il faut bien le dire, c'est pas encore quelque chose qui se fait en 2 clics.
C'est pas quelque chose qui est très facile à faire. On est encore dans un processus d'expérimentation ici. Donc, si vous avez envie de vous lancer, il ne faut pas hésiter à demander à être accompagné parce que voilà, c'est quelque chose qui va sans doute nécessiter un petit peu de soutien de personnes qui sont suffisamment calées techniquement pour pouvoir finalement installer un logiciel sur un serveur et le faire fonctionner et installer tous les petits plugins et toutes les petites fonctionnalités sympathiques comme l'outil de requête qui va avec. Ce qui est chouette avec Wikibase, c'est qu'il y a une communauté derrière ça, une communauté de personnes qui développent le logiciel et qui réutilisent le logiciel. Donc vous pourrez trouver sur le site web de Wikibase tout un tas de documentation, plus ou moins technique, en fonction de ce que vous voulez. Et vous allez trouver aussi des informations de contact, donc principalement pour discuter avec la communauté. Ce qu'il y a de plus actif en ce moment, c'est un groupe sur Telegram. Mais il y a aussi une liste de discussion. Et vous pouvez bien entendu à tout moment contacter l'équipe de développement de Wikidata, qui développe donc aussi Wikibase et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. À propos de questions, il y a une question qui se pose assez naturellement quand on réfléchit un petit peu à Wikibase et à Wikidata, c'est quelle est finalement la différence entre les deux? Et si on est une organisation qui a des données, qui souhaite les stocker, qui souhaite les réutiliser, les requêter, est-ce que c'est mieux d'aller sur Wikidata ou est-ce que c'est mieux d'aller finalement de se créer sa propre base de données sur Wikibase? Donc il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. Pour rappel, Wikidata, c'est une base de données qui est assez généraliste, qui ne va pas forcément aller extrêmement dans le détail, et notamment le logiciel en général n'est pas vraiment conçu pour stocker des données, des grosses masses de données qui fluctuent beaucoup. Par exemple, je pense par exemple à si on voulait stocker des températures calculées toutes les minutes à un endroit précis, ça ferait un flot de données qui est trop important et qui n'est pas forcément adapté au logiciel. Mais aussi, c'est donc un site web qui a une base de données qui a des règles de notabilité, un petit peu comme Wikipédia, même si c'est beaucoup plus vaste que Wikipédia. Donc, il y a aussi un moment où la communauté va pouvoir dire ces informations-là, elles sont trop spécifiques. Il vaudrait mieux qu'elles soient stockées dans une base de données dédiée, puisque encore une fois, le but de Wikidata, c'est pas du tout d'avaler l'ensemble des données et des connaissances du monde, c'est plutôt de connecter les bases de données les unes avec les autres. Donc, si les données que vous possédez sont très pointues sur un sujet très scientifique ou très technique, ça vaut peut-être le coup plutôt de créer sa base de données et bien sûr, dans l'idéal, de la connecter avec Wikidata. La deuxième chose en faveur d'utiliser une instance de Wikibase, c'est qu'elle va vous permettre vraiment de structurer les données comme vous le voulez. C'est-à-dire que si vous commencez à enterrer des données sur Wikidata, vous allez devoir réutiliser l'ontologie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la structure des données finalement, qui a déjà été mise en place par la communauté ces 8 dernières années, et donc finalement, même si vous aurez un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir par exemple proposer des nouvelles propriétés, la structure elle est existante et il va falloir finalement s'y adapter. Alors qu'en créant une base de données Wikibase de zéro, vous allez pouvoir vraiment créer votre propre structure de données et potentiellement ensuite faire des connexions avec Wikidata si besoin. Comme Nicolas me le mentionne également, il y a aussi le fait que dans certains cas, les sources ou les informations ne sont pas publiques, et c'était le cas par exemple de Enslaved, c'est des données qu'ils souhaitaient protéger, et donc s'ils les avaient mis dans Wikidata, elles auraient été accessibles à tous, qui n'était pas leur volonté sur ce projet-là. En revanche, quand vous démarrez une base de données sur Wikibase, vous démarrez de zéro effectivement, donc vous démarrez avec rien, pas de structure, pas de données, donc il faut tout rentrer, voilà. Et si vous souhaitez créer une base de données collaborative, vous allez aussi démarrer sans ou avec une très petite communauté. L'avantage de Wikidata, c'est que
il y a une communauté, il y a de très nombreux contributeurs, on est à quasiment 20 000 contributeurs réguliers, une communauté internationale qui viennent de tous les pays et donc qui vont pouvoir vous aider potentiellement à améliorer vos données. Donc encore une fois, en fonction de votre projet, ça peut être peut-être plus intéressant de rester sur Wikidata et de compter aussi sur la contribution de la communauté Wikidata. Et donc, une possibilité qui peut être intéressante pour vous, si vous avez des données trop spécifiques pour Wikidata, mais que vous souhaitez quand même ne pas dupliquer trop d'informations, parce qu'une partie de vos informations peuvent déjà être trouvées dans Wikidata, c'est de créer votre propre instance de Wikibase et ensuite de la connecter à Wikidata, par exemple en entrant l'identifiant de l'élément Wikidata correspondant aux données que vous avez, puisqu'on a vu tout à l'heure que Wikidata possède des identifiants uniques et stables. Donc vous pouvez très bien faire la connexion de cette façon-là. Et vous pouvez également décrire de quelle façon les propriétés que vous avez utilisées, la structure de vos données, est comparable à celle de Wikidata. Mais là, je suis déjà en train d'entrer dans des détails relativement techniques. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, mais si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues qui vont pouvoir vous accompagner, répondre à toutes vos questions plus pointues sur l'installation de Wikibase et comment on fait la connexion avec Wikidata. Alors, on a terminé pour cette partie, je dirais, présentation de notre session. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions que vous avez. Donc, si vous avez envie de poser des questions, la meilleure manière, c'est de les poser dans le pad qui a été lié plutôt dans le chat et plein de choses. Vous pouvez écrire vos questions ici et on va y répondre au fur et à mesure. Je regarde déjà s'il y en a déjà certaines. Alors, c'est truffé de questions avec déjà pas mal de réponses. Ah, il y a déjà des réponses, super. Ben oui, Nicolas est actif. Il y a eu toute une grande discussion comment lister les archivistes de fiction dans Wikidata. Donc, on va devoir faire une présentation pour apprendre à mettre des archivistes de fiction dans Wikidata. C'est une manière de décrire ce qu'on connaît bien. Je sais pas si vous voulez déjà prendre les questions qui sont en direct, ou bien Oui. tu veux que j'anime puis que je parle oralement pendant ce temps. Je pense notamment il y a une question sur les intégrateurs, les personnes qui peuvent installer. Léa, si tu peux détailler ce point. Oui, tout à fait. Donc, il est possible d'utiliser des outils pour intégrer ou installer plus facilement Wikibase. Il y a notamment un installateur Docker qui existe. Si c'est un mot qui vous parle, encore une fois, je préfère pas trop rentrer dans les détails techniques aujourd'hui parce que je veux pas faire peur aux gens, mais vous pouvez aller voir sur le site de Wikibase et il y aura un lien vers toutes les possibilités techniques pour intégrer Wikibase facilement, enfin relativement facilement. Moi, j'ai une question qui reprend une qui a été qui a été émise. C'est moi maintenant petit service d'archives parce qu'on parle toujours de la Bibliothèque nationale ou de la Bibliothèque nationale d'ailleurs. Moi, petit service d'archives sans grande ressource. Qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence si j'ai envie de me lancer là-dedans? Je pense que le plus important, c'est d'abord d'essayer d'analyser de quoi on a besoin, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, en fonction de ce dont on a besoin, du type de données qu'on a, est-ce qu'on veut qu'elles soient publiques ou non, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que finalement c'est suffisant d'intégrer des données dans Wikidata ou est-ce qu'on veut une instance séparée? Et puis ensuite, de se poser la question aussi de quelles données on a déjà et sous quelle forme. Est-ce qu'elles sont déjà plus ou moins structurées de façon informatique? Est-ce qu'elles sont encore peut-être sur papier? Qui sait? De quelle façon finalement on va pouvoir transformer notre structure de données en quelque chose qui va pouvoir être intégré dans Wikibase et faire un petit peu ce qu'on va appeler dans le jargon du mapping, c'est-à-dire regarder si vos données sont par exemple, disons, dans un fichier, dans un tableur,
quelle colonne va correspondre à quelle propriété dans Wikidata. Est-ce qu'il n'y a pas des colonnes qu'il va falloir séparer en deux? Parce que pour l'instant, je donne un exemple, on a mis le nom et le prénom dans la même colonne sous Excel, alors qu'en fait, dans Wikidata, il faudrait mieux les mettre dans différentes propriétés, etc. Donc essayez d'analyser un petit peu comment on va préparer la structure de nos données dans Wikibase. Et puis, au moment où on se sent prêt à se lancer, et ben, l'idée, c'est par exemple d'installer une instance de Wikibase un petit peu de test, de pouvoir commencer à rajouter, à créer des propriétés justement pour créer notre structure de données. Parce que comme je le disais, quand on installe un Wikibase depuis zéro, il n'y a rien au début, donc il faut tout créer. Et puis par la suite seulement, on pourra envisager des outils spécialisés qui vont permettre de migrer une grande quantité de données vers Wikibase, mais ça finalement c'est presque la dernière étape. D'abord, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a et comment on veut le transformer en données structurées. Pas si... Alors, est-ce qu'on a d'autres Merci beaucoup. questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question Ouais, vas-y. très intéressante sur les rencontres, permanences et autres contributions pour Wikidata comme pour Wikipédia. Oui, il y en a. Moins qu'il y en a pour Wikipédia, malheureusement. C'est plus spécifique. Mais effectivement, les contributeurs plus expérimentés sont nombreux, présents sur toute la planète et intéressés de rencontrer des gens. Au contraire, je pense qu'il y en a qui sont très intéressés de rencontrer des institutions qui fournissent les données sur lesquelles eux pourraient travailler finalement, ou enrichir ou faire ce qu'on veut une fois que c'est dans Wikidata d'ailleurs. Donc, alors je sais pas si on a un lien, Léa, où on peut en donner. Il y a toutes les rencontres déjà faites. Je sais que dans la newsletter qui est faite toutes les semaines, la lettre d'info, il y a tous les événements à venir qui sont indiqués. Surtout qu'en plus en ce moment, profitez-en, il y a pas mal d'événements qui sont en ligne. Donc on peut y accéder même s'ils sont au Brésil ou en Allemagne. Il y a une grosse rencontre tous les 2 ans à Berlin aussi, qu'on appelle la WikidataCon, la conférence Wikidata. Et beaucoup d'autres choses. Ah voilà, le lien Wikidata Events, événement, tout simplement. Je l'avais oublié. Je sais qu'il y a des rencontres à Paris régulièrement. En Suisse, il commence à y avoir une bonne communauté. Je ne sais pas si vous rencontrez beaucoup, mais il y a des choses en tout cas. En Suisse, le problème, c'est qu'il y a des choses, en effet, on se rencontre, mais on est avec d'autres wikidatiens, ça reste un petit peu technique. Après, par chance, en Suisse, ils nous font des petits sous-groupes glam, donc on se retrouve entre gens normaux qui nous comprenons. Enfin, parce que c'est vrai qu'autrement, on a des informaticiens, des gens qui sont au taquet avec du SQL et tout, puis nous, on veut juste savoir comment est-ce qu'on partage. Donc ça commence, puis c'est vrai que c'est un des objectifs avec l'association des archivistes suisses, c'est de mettre un peu en place pas des formats. Oui, on aimerait aller vers des formations, mais on n'a pas la structure de l'association des archivistes français qui permet de faire des formations. Donc nous, on aimerait mettre un peu en place. C'est pour ça que je pense que ces webinaires, c'est un excellent moyen de mettre ensemble des gens, puis de leur donner des petits trucs, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis commencer par des choses faciles. On n'est pas... Pour appréhender Wikidata, on n'est pas obligé déjà de mettre tous nos fonds d'archives dans Wikidata. Bon, déjà, je pense que ça fait pas sens, mais éventuellement déjà de commencer de décrire son propre service d'archives dans Wikidata, essayer de voir comment les autres font. En Suisse aussi, il y a une initiative actuellement qui est en cours avec la Bibliothèque nationale, c'est de passer les numéros ISIL dans Wikidata. Ils y sont déjà, mais d'essayer de voir comment Wikidata pourrait centraliser ces données des numéros ISIL pour que tout le monde mette à jour ses propres informations directement dans Wikidata, enfin les personnes de contact, l'adresse et tout. On oublie toujours d'écrire à la Bibliothèque nationale quand on change. Ben là, l'idée, c'est on change directement dans Wikidata et puis l'ISIL, ben, lui, il est piloté par la Bibliothèque nationale. Comme ça, les données à jour derrière sont dans Wikidata et tout le monde peut mettre à jour. Donc ça, c'est une des idées, un des projets. On peut commencer par soi-même dans Wiki, enfin quand je dis soi-même, pas nous, mais des choses qu'on connaît autour de soi, donc son service d'archives, sa ville, enfin bon, les villes sont souvent déjà bien blindées. On parlait là dans le pad des archivistes de fiction, on a tous des bouquins, on a lu des archivistes de fiction. Allons dans Wikidata apprendre comment est-ce qu'on remplit déjà ces données par rapport à Wikidata. Mais moi, je pense que les associations professionnelles ont leur rôle à jouer par rapport à ces rencontres, animations. Ça évite d'être
dans un premier temps, ça évite d'être trop mélangé avec les autres. Après, je pense qu'il faut aller se mélanger avec les autres. Nous, c'est aussi notre manière de nous vendre, de voir aussi comment les autres Wikidatiens peuvent nous percevoir, puis nous, qu'est-ce qu'on peut amener. Mais dans un premier temps, ce serait, je pense, déjà pas mal de s'organiser à une échelle assez locale, dans un milieu glam, pour déjà se donner les petits trucs de base basiques. Comment appréhender ces outils Wikidata. Voilà, ça, c'est mon opinion. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Par rapport à la question qui a été posée, est-ce qu'il y a déjà des services d'archives qui utilisent Wikibase ou qui envisagent de systématiquement créer des entités sur Wikidata? Je me demandais si tu avais un élément de réponse, Gilliane, parce que pour ma part, je ne crois pas connaître de services d'archives qui utilisent Wikibase, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, en fait, puisque comme je vous le disais, nous on n'est pas forcément au courant de toutes les initiatives. Pareil par rapport à ce que les services d'archives font sur Wikidata. Donc peut-être que toi, tu as plus d'informations là-dessus. Alors, par rapport aux institutions d'archives qui utilisent Wikibase, j'en connais pas. J'en ai cherché, j'en connais pas. Il y a justement ces exemples que vous avez montrés tout à l'heure, qui sont pas vraiment des archives, qui sont un peu ce domaine en parallèle. Moi, j'ai eu connaissance d'une institution qui utilise d'autres outils MediaWiki, enfin qui utilise des outils, enfin l'outil de Wikipédia et l'outil de Wikimedia Commons pour faire un inventaire et une base de diffusion de photographies en Suisse centrale. Et puis là, justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de base de données avec cet outil. Donc là, à mon avis, il faudrait aussi activer ce bloc-là qui serait une Wikibase pour permettre de la recherche des photographes ou de ce qui est décrit dans les images. Il manque ce coin à ce triangle. À mon avis, là, cette institution pourrait se lancer assez facilement dans sa propre Wikibase. Et puis l'autre, de nouveau, ça n'existe pas actuellement, mais moi j'en rêve, c'est pour les archives personnelles, les archives familiales qu'on a chez nous. On a parlé de la généalogie avant, mais moi, si je suis pas Victor Hugo, je vois pas comment je peux mettre mes ancêtres dans Wikidata. C'est assez délicat. Je vois pas comment moi personnellement je peux faire ma propre Wikibase. Et puis je pense qu'il y aurait beaucoup à jouer avec les généalogistes en collaboration avec les archivistes pour essayer de mettre à disposition des outils de type Wikibase pour les gens qui font de la généalogie et qui permettent aussi de décrire des archives tout à fait personnel, familial. Comme ça, moi, je peux diffuser la photo de grand-maman Julie, qui est la grand-maman de je ne sais pas qui, mais à d'autres personnes qui potentiellement ont grand-maman Julie dans leurs ancêtres et qui, par accident, se retrouvent dans mes cartons à moi. Donc voilà, ça, c'est des rêves un peu que j'ai, mais qui actuellement n'existent pas à ma connaissance. On reste quand même... soit des Wikibase dans des utilisations autres, soit Wikidata pour le moment. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'elles ont à peu près toutes été répondues pour le moment. Si vous en avez d'autres, vraiment n'hésitez pas donc à les poser plutôt dans le bas du pad qui a été lié depuis le chat de Twitch. En attendant qu'il y ait d'autres questions, est-ce que toi, Gilliane, tu as des questions que tu aimerais nous poser? Moi, j'ai profité que vous m'avez donné la parole pour les poser. Donc non, je crois que j'ai utilisé mes questions, c'est bon. Il y a une autre instance Wikibase dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, Léa, qui existe au sein de Wikimedia, qui est l'instance sur Wikimedia Commons pour les images. Tout à fait. Pour les données structurées des images. Oui, et puis ça, je pense que c'est aussi un bon point pour commencer pour les archivistes, ça, ouais. Et il y aura peut-être un jour une troisième, quatrième Wikibase au sein des projets Wikimedia, notamment pour la généalogie. Je sais que c'est une question qui traîne depuis longtemps, qui viendra peut-être un jour en fonction de l'avenir. On ne sait pas. Mais peut-être qu'on peut parler de Commons et des données structurées aussi, du coup, Léa. Oui. Peut-être quelques mots à dire rapidement. Tout à fait, donc rapidement, Wikimedia Commons, c'est finalement la médiathèque des projets Wikimedia dans lequel on stocke des images, mais aussi des vidéos, des sons, des enregistrements, des fichiers PDF, tout un tas d'autres choses. Et jusqu'à il y a peu, c'est une base de données, c'est une médiathèque où les fichiers étaient décrits simplement avec du texte. Donc il y avait un titre, il y avait des descriptions dans différentes langues, voilà, et il y a toujours d'ailleurs un système de catégories, etc., qui permettait
de retrouver des informations et de trier les fichiers existants. Mais depuis l'an dernier, donc, on a installé une instance de Wikibase qui permet de structurer les métadonnées autour des fichiers. Donc c'est pas les fichiers eux-mêmes qui ont été stockés dans Wikibase, puisque de toute façon Wikibase n'est pas vraiment faite pour stocker des fichiers, mais plutôt des données, c'est vraiment ça son point fort. Et donc maintenant, chaque fichier de Commons est connecté à un élément sur cette Wikibase-là, sur Commons, et qui permet d'y ajouter tout un tas de métadonnées, donc à la fois des choses qu'on connaissait déjà, comme le titre, éventuellement l'auteur, le peintre, si c'est un tableau par exemple, la date la date de création dans le cas d'un tableau également. Mais on peut aussi y rajouter des informations qu'on n'avait pas avant, ou du moins qui étaient difficiles à décrire avant. Et par exemple, concernant les tableaux, on peut maintenant décrire avec les données structurées qu'est-ce que le tableau contient ou représente. Ah bah sur ce tableau, il y a un arbre, il y a un chat, etc. On peut finalement rajouter des choses un petit peu comme des tags sur les documents. Et donc, c'est encore une fois un développement qui est en cours. Il y a des choses qui vont se passer dans les mois et années à venir pour améliorer ce système-là. Mais l'idée, c'est que dans le futur, on puisse faire des requêtes, faire des recherches et des listes de façon beaucoup plus facile sur Wikimedia Commons, et notamment pouvoir faire un petit peu comme ce que fait déjà Crotos, mais de façon encore plus précise, par exemple, une liste de tous les tableaux du 19e siècle qui ont été peints par un peintre né aux Pays-Bas et qui représentent des chats. Voilà, ça c'est le genre de questionnement qu'on va pouvoir faire sur Commons. Et un chouette exemple aussi d'utilisation de Wikibase. Je vais peut-être... Merci beaucoup par rapport à cette présentation de données structurées. Et je vois que le bloc-notes bouge à fond. Il y a une question notamment sur les services d'archives qui envisagent d'utiliser Wikidata par rapport à leur fonds d'archives. Alors quelqu'un a dit, moi en tout cas, donc que la personne lève la main parce que c'est dommage, on ne sait pas qui. Une des idées dans Wikidata, c'est de décrire non pas tous les documents, mais après, pour certains, enfin, la Constitution fédérale de la Suisse, par exemple, a une entrée dans Wikidata, parce que c'est un document d'archives suffisamment important. Après, de tout décrire les documents d'archives, je vois pas l'intérêt. Là, pour moi, il faudrait passer dans des Wikibase. Mais l'idée dans Wikidata, ça serait de référencer les producteurs d'archives, donc pour les archivistes, les notices ISAR. Les notices ISAR CPF, de balancer ces données dans Wikidata. Donc les producteurs, nous, on a des informations sur ces personnes, sur ces entreprises, sur ces collectivités. On pourrait directement documenter Wikidata sur la personne ou l'entreprise ou enfin la collectivité. Et puis, il existe une propriété qui s'appelle archiver par et de dire, bah voilà, moi, sur cette personne, j'ai des archives chez moi, de mettre le lien vers l'inventaire, la cote, la référence du fond ou de la série que j'ai par rapport à cette personne. Et on peut aussi, dans Wikidata, mettre les références. Je ne sais pas si ça serait peut-être plus parlant de montrer concrètement dans Wikidata, mais pour chaque déclaration dans Wikidata, on peut documenter où c'est qu'on a vu qu'il était né le 3 juin et pas le 4 juin. Et là, on peut très bien dire, bah ça, moi je l'ai dans l'acte de naissance qui est dans mes archives. Ou bien l'autre, il dit, bah ça, moi je l'ai trouvé dans le dictionnaire X ou Y. Puis après, bon, il y a les deux dates qui peuvent potentiellement exister, mais après, c'est aux personnes de voir est-ce que je fais plus confiance à l'acte d'état civil ou à ce qui a été déclaré dans un dictionnaire ou dans une publication XY. Donc là, moi, je pense que nous, archivistes, on a un rôle à jouer dans Wikidata pour ces notices d'autorité, vraiment de compléter à fond avec ce qu'on a, ou même des nouveaux, enfin moi je le fais pour des groupements intercommunaux des syndicats d'eau usée, de ramassage de poubelles et autres, qui sont documentés nulle part, mais je le fais dans Wikidata avec les dates de naissance de fin, qui c'est qui a repris ça, et surtout, quelle est la commune qui gère ces syndicats intercommunaux. Ça, à mon avis, c'est tout des choses qu'on peut facilement faire dans Wikidata. Et par rapport à la question des fonds d'archives, on s'est posé la question, est-ce que ça vaudrait la peine que juste l'intitulé du fonds d'archives ait une entrée dans Wikidata, parce que le fonds d'archives n'est pas la personne, la collectivité. Ça, c'est une grande question que moi, j'ai pas de réponse.
C'est vrai que dans Wikidata, le fond d'archives ou la collection de documents, la personne, la personne, on va dire comme ça, et par exemple le bâtiment où est en service d'archives. Attendez, j'ai un élément perturbateur. Non, je suis au direct. Donc, c'est trois choses complètement différentes. On peut pas gérer. Enfin, autant dans Wikipédia, on peut avoir un même article Wikipédia qui s'appelle Archives fédérales suisses, qui présente et le bâtiment des archives fédérales et l'institution Archives fédérales et ce qu'il y a dans ces archives fédérales. Dans Wikipédia, il n'y a pas de problème. Dans Wikidata, ça ne marche pas. Il faut un item, en identifiant pour le bâtiment, c'est un bâtiment qui mesure tant de mètres sur tant, qui est implémenté à tel endroit, etc. Il faut un item pour l'institution, donc la collectivité si on veut, et en troisième sur les archives en tant que masse documentaire. Et puis, c'est quelle est la granularité qu'on peut mettre par rapport à ça. C'est pas encore réglé. Puis ça, à mon avis, il faudrait qu'on en discute et la communauté Wikidata et la communauté des archivistes pour savoir jusqu'où on peut aller nous pour décrire ça. Est-ce que tu as un exemple, complètement d'accord. Nicolas, que je pourrais montrer éventuellement à l'écran si tu veux en parler, d'un document ou d'un service d'archives dont tu sais qu'il est bien décrit sur Wikidata? Alors, je sais que les communes du Finistère, par exemple, ont tous un archivé par et la cote correspondante dans les archives départementales du Finistère. Ok. Je sais qu'il y a d'autres exemples comme ça. Il y a eu pas mal d'exemples partagés sur le compte Twitter de l'AAF récemment, notamment par Julien, je sais, j'ai vu. Okay. On avait je fait peux les aller cartes. voir sur l'élément d'une commune du Finistère, par exemple. On peut tenter, oui. Allez, tentons. Écoute, on a encore 10 minutes Par contre, avant pour la fin rebondir du sur la live. question de Gillian, il y a quelqu'un qui a mentionné justement dans le pad le Wiki Project Archived Description, qui est justement la page de discussion, la porte d'entrée préférée à la limite pour les archivistes, pour justement répondre à des questions de comment séparer. Alors, la question du bâtiment, institution et collection des fonds, c'est déjà un exemple entre guillemets simple, même s'il peut faire réfléchir pendant des heures. Et après, toutes les informations supplémentaires sur les documents eux-mêmes, les codes, les organisations. C'est aussi des discussions qui peuvent avoir lieu au-delà de ce soir, du coup, sur le projet Archival Description. Donc effectivement, c'est pour la personne en rouge qui n'a pas dit son nom mais qui envisage, ça peut être un bon endroit de discussion. C'est l'archiviste masqué, on va le rajouter aux archivistes de fiction. Et puis juste par rapport à cette page du projet, c'est vrai que c'est une page qu'on avait créée un petit peu pour centraliser ces questions, qui actuellement, on ne sait pas trop qu'en faire de ces pages, donc elles partent un petit peu dans je ne sais pas trop quelle direction. Là, ça vaudrait aussi la peine, la communauté des archivistes se remettre là-dessus et d'en discuter pour dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ces pages. Les onglets, on nous les a un peu donnés, et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit mettre à quel endroit. J'ai un collègue qui disait le site est presque trop beau, on a peur de le salir en rajoutant des choses dessus. C'est dommage, il faudrait qu'on en fasse. Et notamment, à mon avis, il y aurait tout le mapping justement entre les normes de description archivistique, ISAG, ISAR, CPF, et qu'est-ce qu'on va trouver comme propriété dans Wikidata. Ça, c'est un premier élément. Et puis maintenant, l'autre élément, c'est nous autres archivistes. Il y a les Records in Context qui nous pendent au nez, c'est tout bientôt. Donc là, on va passer en description RDF. Là aussi, il faudra voir quel est le lien avec Wikidata et puis comment nos inventaires d'archives vont intégrer ces aspects de ligne d'état. Vaste question auquel on ne répondrait pas dans les quelques minutes qui restent. Par contre, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Il y avait une question qui était tout à la fin, mais elle disparaît dans les autres questions. A-t-on des exemples de services qui renseignent la référence producteur dans Wikidata sur le modèle VIAF ou Data BNF? Je crois que les Archives nationales de France le font. Pauline Berny, dans sa présentation il y a quelques semaines, en avait évoqué. Je ne sais pas à quel point ils le font, dans quelle extension, mais ils ont dû faire au moins des expérimentations, ça c'est sûr. Ça serait à poser encore une fois sur le projet description archive à la limite. Mais je crois qu'il y a eu des exemples de choses de faites. Ouais. Je vais essayer de retrouver. Je le mettrai sur le pad les jours à venir si je le retrouve. Moi, j'en connais pas.
Il y a une autre question aussi pour les discussions sur les mappings. Est-ce que la communauté professionnelle peut être appuyée par l'équipe du projet Wikidata pour faire les bons choix? Alors, nous, on a tendance à pas forcément donner beaucoup de conseils et d'indications par rapport à la façon de structurer les données sur Wikidata, puisque, in fine, c'est la communauté qui décide. En fait, l'ontologie, donc la façon de structurer les données sur Wikidata, est décidée par les contributeurs et non pas par l'équipe de développement. L'équipe de développement a fourni le modèle de données général qui veut qu'il y ait donc cette structure, propriété, valeur, etc. Mais à partir de là, tout le reste a été conçu de zéro par la communauté. Et donc par exemple, quand on a besoin d'une nouvelle propriété, le principe c'est qu'on va passer par une page sur Wikidata qui s'appelle proposition de création de propriété, je ne sais plus comment c'est en français, mais bref, voilà. Et donc l'idée c'est de faire une demande auprès de la communauté et les personnes vont discuter pour savoir est-ce que la création de cette nouvelle propriété est pertinente, puisque dans certains cas on va vouloir utiliser des propriétés plus généralistes. Je pense par exemple à tout le système de ce qu'on appelle c'est chef du gouvernement en français, je ne sais plus. Head of Government. Chef de l'exécutif. Chef de l'exécutif, oui. Au lieu d'avoir des propriétés hyper détaillées pour les maires, les présidents, les premiers ministres, en fonction de qui dirige une entité territoriale, on a préféré avoir une propriété plus large qui s'appelle chef de l'exécutif, pour des raisons voilà, qui ont été décidées en amont, ça va être plus facile de retrouver les informations, etc. Dans d'autres domaines, en revanche, on va préférer des propriétés plus précises. Et donc le mieux, en fait, c'est de demander l'avis de la communauté et des personnes qui s'intéressent au sujet qui nous intéresse aussi. Et c'est là où les wiki-projets, comme ce wiki-projet archive, description archivistique, peut être très utile parce que c'est là qu'on va y retrouver donc, les personnes qui s'y connaissent un petit peu sur le sujet et qui vont pouvoir fournir des précisions sur la meilleure façon, ou en tout cas l'une des façons, parce qu'il n'y a peut-être pas de façon universelle et de meilleure façon, mais en tout cas le plus important c'est que finalement que les personnes qui travaillent sur le même sujet se mettent d'accord et essayent de structurer les données à peu près tous de la même façon pour qu'on puisse ensuite faire des requêtes facilement. Et puis toujours pour revenir à cette page Archival Description, c'est vrai que enfin, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites pour ce mapping personne, enfin, dans les propriétés Wikidata. Et je crois qu'il y a eu un hackathon sauf erreur aux archives nationales où, alors là, il faudrait que les personnes, enfin en France, les personnes qui ont participé en sauront mieux que moi, mais qui permet, alors je sais plus si c'était de faire un export EAD, puis ça leur permettait d'être intégré dans Wikidata ou dans l'inverse, enfin je sais plus, il y a un lien apparemment entre nos fichiers XML et Wikidata qui était faisable assez facilement par une petite maniclette. Moi je l'ai pas testé, donc je ne sais pas quelle gueule ça a, mais donc il y a des réflexions en cours, et puis à mon avis c'est à nous autres archivistes de prendre vraiment ces propriétés Wikidata, de voir aussi qu'est-ce qui est fait dans des domaines similaires, quelles sont les propriétés utilisées, puis essayer de voir pour pour les pousser ailleurs. Je prends aussi un exemple tout con, c'est les associations d'archivistes. Donc, ils sont décrites, oui, non, dans Wikidata, mais je vois chaque association, on a utilisé des propriétés différentes pour le faire. Et puis, moi, j'ai juste fait une sorte de requête pour aller voir les associations les associations professionnelles dont l'occupation des membres est archiviste. J'en ai ressorti 5. Il y en a beaucoup plus que 5. Mais apparemment, on n'a pas documenté ça la même chose. Et puis, ce qui serait intéressant déjà, c'est, à mon avis, au sein de la communauté archivistique, et là, il faudrait voir si c'est pas au Conseil international des archives carrément de mener ça, de donner une sorte de cadre général, nous, comment est-ce qu'on se positionne, puis faire ça avec les bibliothécaires, enfin les autres institutions GLAM, à mon avis, c'est fondamental, parce qu'on n'est pas non plus tout seul par rapport à ces questions d'autorité. Donc, ouais, je pense qu'il y a du travail à faire quand même, et puis c'est à nous déjà de voir, enfin déjà, comment dire, essayer de prendre un peu ces outils, puis après voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut amener les associations. Enfin, moi, je pense qu'il faut les associations pour ce travail-là. Je pense que, enfin, la communauté, c'est les associations, en tout cas dans nos métiers à nous. Allons-y déjà pour les francophones, sans encore inclure les Suédois, les Chinois et autres, parce que
on a déjà, nous, nos propres problèmes de vocabulaire à régler entre nous, et puis après voir dans quelle mesure on peut aussi inclure les autres. Parce que les Catalans font beaucoup de choses là-dessus, les Américains font beaucoup. Donc, à mon avis, ça bouge, mais ça reste encore des petites poches par-ci, par-là. Puis il faut maintenant qu'on essaye de faire le lien tous ensemble pour avoir une vision commune au niveau des archivistes du monde entier, j'ai envie de dire. Alors, il y a quelqu'un Belle qui a rajouté dans proposition. le pad une info intéressante qu'on n'a pas mentionnée. C'est qu'il y a eu aux Archives nationales de France un hackathon il y a quelques années déjà. Oui. Ça commence à remonter un petit peu. Et donc, il y avait une équipe qui a effectivement travaillé sur une instance de Wikibase. Donc, j'ai pas vraiment d'infos, je sais pas ce que ce projet est devenu, est-ce qu'il a été continué ou pas. Mais en tout cas, il est décrit très rapidement sur donc, le lien qui a été rajouté dans le pad. Alors, c'est moi qui ai rajouté le lien suite à la remarque de Gilliane, justement. Et je vais trouver plus d'infos, j'en mettrai, mais effectivement, ça me rappelle quelque chose quand elle en a parlé. De mémoire, la Wikibase n'existe plus, mais la documentation de comment ça a été fait existe toujours. Et c'était effectivement un projet très intéressant, mais que je n'arrive plus à retrouver les détails. J'ai mis le lien général pour l'instant du hackathon. Mais on retrouvera si besoin. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions, par contre, avant de conclure? Ça n'a pas l'air. Bon, dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, c'est possible de contacter les différents intervenants. Toutes les infos sont sur la page du wiki pour ça. Et nous, on reste disponible de toute façon soit pour répondre à vos questions, soit pour vous rediriger vers les personnes qui seront capables de répondre plus en détail à vos questions. Du coup, moi, j'ai peut-être une remarque de conclusion, parce qu'on a parlé beaucoup, par exemple, de référentiels français entre la Suisse et la France, avec les Suédois, les Chinois, etc. Mais là, on est déjà dans des détails finalement très précis. N'hésitez pas déjà à vous approprier Wikidata, à découvrir plus en détail ce qu'il y a déjà dedans, ce qu'il n'y a pas encore dedans, parce que déjà, faire un diagnostic, c'est la meilleure étape avant de commencer. Il y a aussi beaucoup de choses finalement sur, voilà, on parlait tout à l'heure des grands services, des grands départements, des bâtiments. Il y a beaucoup de choses, entre guillemets, simples, par lesquelles vous pouvez commencer et déjà vous rendre compte de beaucoup de choses du fonctionnement de Wikidata. Donc, n'hésitez pas à commencer là-dessus. Ce serait une excellente façon déjà de découvrir et ensuite de commencer à comprendre avant de s'attaquer à des référentiels et des cotations plus obscures, si je pouvais dire. Et puis Wikidata va réapparaître dans la suite des formations. Hein. Je sais pas si je vous rassure ou je vous fais peur. Donc le 21 mai, c'est la semaine prochaine. Valérie Hashimoto va nous présenter un projet qui s'appelle Some of Swiss Glams. Et là, une des composantes de ce projet, c'est d'aider les institutions justement à compléter Wikidata pour que ces données de Wikidata soient réutilisées automatiquement dans les infobox Wikipédia. Donc, si vous mettez que le directeur de votre musée, c'est Gilliane Kern, si j'ai envie d'être directrice de musée, automatiquement dans toutes les infobox de Wikipédia en catalan, en français, en italien qui utilisent ça, ça se mettra à jour que voilà, Gilliane Kern est la nouvelle directrice du musée moi j'ai envie de faire ça pour les présidents des associations professionnelles, mais c'est comment est-ce qu'on utilise. Donc là, on verra comment utiliser Wikidata dans ce sens-là. C'est le 21 mai avec Valérie Hashimoto. Et le 4 juin, donc là, c'est moi qui vais présenter des projets que j'ai faits pour des tout petits projets en Suisse. Donc là, on est vraiment Wikidata pour les nuls, sans passer par des grandes institutions, où j'ai prévu de vous montrer comment est-ce qu'on peut introduire des entrées dans Wikidata en direct. On verra encore Wikidata si la date est confirmée le 11 juillet avec ce projet justement avec ISIL, comment documenter de nouveau les institutions d'archives au niveau de Wikidata. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas fini avec Wikidata dans le webinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était plutôt, moi j'ai demandé de nous montrer le champ des possibles, donc on a vu qu'il y a plein de projets qui se font avec. C'est vrai que c'est pas forcément des projets que demain tout le monde peut faire comme ça, mais dans un premier temps vraiment aller par petites étapes et puis y aller dans son coin avant de se mettre tous ensemble pour essayer d'avoir des grands rêves sur qu'est-ce qu'on veut faire entre nous.
Je sais pas s'il y a eu d'autres choses ou pas. Non, je crois qu'on est à peu près bien. Il y avait une question sur une suggestion de création de liste de discussion à laquelle on a apporté les éléments de réponse de listes de discussion qui existent déjà et à partir desquelles vous pouvez aussi rentrer en contact direct avec des membres de la communauté. Peut-être juste préciser, Wikipédia français est en monde en français. Wikidata est en monde en anglais. Donc, faut pas être étonné de trouver des trucs en anglais, mais il existe un bistrot en français qui est très suivi. Donc, même si on peut arriver sur des trucs en anglais, ne pas avoir peur, on est quand même soutenu, même si on parle pas l'anglais. Et personnellement, moi, j'ai tendance à écrire en français, même si je comprends les autres langues, mais voilà, c'est la culture suisse qui veut ça. J'ai jamais eu de problème à avoir des réponses. Donc, j'ai eu écrit à des Polonais en français et recevoir une réponse en anglais, mais c'est qui comprend le français. Tout à fait. Bon, eh bien, je crois qu'on Voilà. a fait le tour des questions de nos auditeurs. Je pense, oui, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci à tous ceux qui sont venus, qui n'ont pas eu peur, qui ne sont pas enfuis. Si vous avez résisté jusque-là, n'hésitez pas à continuer. On est là pour aider. On est nombreux en plus déjà, mine de rien. Tout à fait. Et n'hésitez pas à rejoindre les mailing lists, les groupes sur Wikidata, où il y aura des gens qui vont pouvoir vous accompagner un petit peu dans vos premiers pas sur Wikidata, ou même sur Wikibase si vous voulez vous lancer. Merci à tous. Voilà. Et puis je suppose qu'on peut vous dire à une prochaine pour une prochaine session WikiArchive. Oui. Alors, ciao à tout le monde. À bientôt. Ciao. Au revoir. Tschüss. Au revoir.